À la page 51 du chapitre 24 de mes notes de cours, on résout maintenant une première situation et même deux situations dans la section 3.11 de Séguin qui porte sur les collisions élastiques. On résout situation 1 et 2 en même temps, parce que dans le fond, c'est la même situation qu'on nous demande de résoudre en suivant deux chemins différents, deux solutions différentes. Donc, on peut prendre connaissance au moins de la première version à la page 315 de Séguin. On arrête la vidéo, on en fait une lecture. Après une première lecture, donc c'est comme mentionné une collision frontale entre deux blocs. Premier bloc de 3 kg qui se déplace à 2 mètres par seconde vers la droite. Donc je vais avoir dessiné mon bloc ici avec sa vitesse initiale d'un vecteur équivalent à 2 mètres seconde. Puis ils nous disent qu'on a une collision élastique frontale. Donc la partie élastique, ça veut dire delta K est égal à 0. Et frontale, ça veut dire qu'on va être sur un axe 1D, c'est mon dessin qui le montre. Avec un bloc de masse 6 kg qui, lui, se déplace à 10 mètres secondes vers la gauche. Donc, dans une nouvelle version, j'ai dessiné mon bloc plus gros pour montrer, pour intuitivement, nous aider intuitivement à imaginer quel genre de collision qu'on va avoir. Et une vitesse plus grande, 5 fois plus grande, là, j'ai même corrigé mes vecteurs pour que lui soit carrément 5 fois plus long que l'autre. On désire déterminer la vitesse des deux blocs après collision, évidemment le chiffre, mais également la direction. Donc, je vais avoir une collision au centre ici entre deux objets de grosseur différente. Bon, j'ai deux possibilités, soit que j'analyse à la fois vecteur, vitesse, grosseur pour essayer de penser quelle est la bonne direction à mettre sur les vecteurs. Personnellement, des fois, ce que je vais faire, c'est que je m'en préoccuperai vraiment pas. Même si c'est illogique par rapport à la grosseur des masses, la grandeur des masses et des vecteurs, je vais toujours les mettre vers la droite. Donc, je dis qu'à la fin, le B va vers la droite, puis à la fin, le A va vers la droite. Pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est mes deux inconnus, puis quand je vais les mettre selon X, il n'y aura pas de signe négatif, parce que le vecteur est dans le même sens que l'axe des X. C'est ma réponse finale qui peut arriver négative, mais en cours de route, ça simplifie mes mathématiques, si on veut. L'isolation de la variable est plus simple parce qu'il n'y aura pas de signes moins qui vont apparaître. Donc, je le fais comme ça. Le concept, évidemment, de base dans ces problèmes-là, pour qu'on cherche des vitesses de collision, dans des phénomènes de collision, c'est de prendre le principe de conservation de l'énergie. Je préfère prendre la forme delta là, habituellement. Évidemment, ça veut dire que je vais avoir la variation en A et la variation en B. Autre concept à préciser. Concept non obligatoire, dire que la variation de P, c'est M fois la variation de V. Le plus important, c'est d'écrire après que ma variation de P, globalement, ça va être la masse de A fois multiplié par sa vitesse initiale moins vitesse finale moins vitesse initiale de A selon X, puis que la variation de la particule B, ça va être MB multiplié par sa vitesse finale moins vitesse initiale, tout ça pris en X. Et après ça, je suis prêt à mettre mes chiffres. Habituellement, c'est ce que je vous recommande. Donc, la masse, c'était un 3. Vitesse finale A, c'est ce que je cherche. Quand je disais, j'ai pas de signe moins, elle est dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Moins vitesse initiale A, elle était dans le bon sens. Donc, ici, j'ai un plus 2. Le MB, j'ai un 6 de masse. Vitesse finale B, elle aussi, je l'ai dessinée dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Vitesse initiale de B selon X, c'est le 10 qui est là. Mais là, je n'ai pas le choix, à cet endroit-là, d'écrire un moins 10. Okay? Puis je ne peux pas le virer de bord, virer ce vecteur-là de bord. C'est une nouvelle situation complètement. Est égal à 0. Je isole, ou en tout cas, je réécris mes équations. Le plus simple ici, dans un premier temps, ce serait probablement d'envoyer notre moins 2 fois 3, moins 6. L'autre bord, c'est de devenir un 6. Puis le 6 fois moins 10, le 60 ici, va devenir, ça c'était un plus 60, va devenir un moins 60 de l'autre côté. Mais je vais avoir du 3A puis du 6B, tout divisé par 3. Ça fait que si vous faites les mathématiques, l'équation la plus simplifiée que je peux écrire pour ce phénomène-là, c'est vitesse finale A plus 2 fois vitesse finale B est égal à moins 18. Il s'agit tout simplement d'isoler, de réécrire cette équation-là puis de faire les simplifications au maximum.
Et puis après ça, ben, je peux isoler soit vitesse finale A, soit vitesse finale B, un des deux. J'avais choisi d'isoler V finale B, de l'exprimer en fonction de V finale A. Ce qui va faire une division par 2 à la fin, le 2 qui est ici. Moins 18 divisé par moins 2 fait... moins 18 divisé par 2 fait moins 9. Puis je vais avoir moins une demi vitesse finale A. On est dans les mathématiques, là. Il y a plusieurs chemins pour réussir à isoler nos variables. Mais il reste que j'ai une équation à deux inconnus. Ça va me prendre un deuxième concept là, qui va me ramener une nouvelle équation. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait dans ces cas-là, quand j'avais deux inconnus, c'est le deuxième concept que je peux prendre, étant donné qu'on me mentionne, puis qu'on me le donne au départ, que c'est une collision élastique, c'est d'étudier la variation d'énergie cinétique. Parce qu'elle aussi va faire apparaître les vitesses. Donc, il faut que je le fasse pour les deux particules. Pour chacune de ces particules-là, le chapitre 17 nous disait que c'était une demi-MA, vitesse finale au carré moins vitesse initiale en A. Même chose en B. Je vais isoler, je vais remplacer mes chiffres. Puis je vais écrire une équation là, de V finale A et de V finale B. Je vais faire les simplifications si nécessaire, mais là j'ai rien que fait des simplifications puis isoler mes variables pour avoir une version la plus simple possible. Ben, j'ai une deuxième équation qui a les deux mêmes inconnus. J'ai un système de deux équations à deux inconnus. C'est résolvable mathématiquement. Donc je mets la première dans la deuxième. J'avais isolé V finale B, donc je vais le remplacer ici. Ça fait des mathématiques assez élaborées. Il faut que je les réécrive. J'ai mon 2, le V final B au carré. Ben, c'est le terme qui est ici maintenant, qui est mis au carré. Au carré, ben, je vais faire ma multiplication. C'est moins 9 fois moins 9, moins 9 fois moins une demi, 2 fois. Puis ce dernier terme-là, mis au carré, moins une demi fait plus un quart. C'est des mathématiques. Là. Okay? Vous pouvez vous pratiquer, ceux-là qui en ont besoin. Après ça, j'ai probablement mis des choses en évidence. J'avais finale A, fait que je les ai regroupés. Puis j'ai un terme qui n'a pas de finale A, puis mon 2 fois 9, ici le 18. Fait que probablement divisé par 81 aussi à la fin. Là. On pourrait retrouver toutes les mathématiques associées à ça. Mais je me retrouve avec une équation qui a juste du V final A, mais c'est une équation avec du carré puis du pas carré. Donc, c'est une quadratique, là, AX carré plus BX plus C est égal à 0. Donc, on peut le solutionner en faisant moins B plus ou moins B2 moins 4AC sur 2A. Je ne l'ai pas écrit, mais vous voyez, il y a même cette étape-là là, de préciser que je prends cette solution-là. Ça me donne deux solutions. Donc, la première fois, je l'essaye avec le plus probablement, puis ça me donne une vitesse finale est égale à 2 est égale à la vitesse initiale. Ça, c'est comme s'il n'y aurait pas eu de collision. Parce que si ma vitesse finale de A est la même qu'au départ, c'est équivalent de dire qu'il n'y a pas eu de collision. Je ne peux pas avoir eu d'interaction si la vitesse n'a pas changé du tout. Puis quand je fais la deuxième solution avec le deuxième signe, j'arrive à moins 14. Okay? Mais c'est impossible, étant donné que j'ai fait disparaître toutes les x, je suis rendu avec un module, c'est impossible d'arriver à un module de moins 14. Ça veut donc dire que oui, le module est égal à 14, donc j'enlève le moins, mais ça veut dire que d'avoir dessiné, ça c'était le V final A qu'on est en train de calculer, d'avoir dessiné le V final A dans ce sens-là, c'était pas bon. Mon vrai V final A, il est vers l'arrière, et d'une longueur de 14 maintenant. Okay. Je n'ai pas calculé le V final B, donc il s'agit d'aller dans l'autre équation, parce que j'avais déjà V final B est égal à quelque chose. Sauf qu'il faut faire attention, là, présentement, toutes ces mathématiques-là ont été faites comme si que le V final était dessiné comme ça, qui m'amenait à une valeur de moins 14. Donc, mes équations, présentement, procèdent avec un moins 14. Fait que cette équation-là, si je ne viens pas la modifier, là, puis ce que je veux dire la modifier, c'est que quand tu conclus que tu es vers l'arrière, il faudrait que tu changes le V final ici, que tu écrives un moins, ça change ton équation. Là. Donc ça, c'est un peu plate là, d'aller réécrire mes équations. Je peux garder la même équation, mais quand je vais la résoudre, pour l'instant, je vais écrire moins 14 dedans, parce que là, elle a été pensée avec un moins 14, avec un vecteur vers l'arrière. Donc, je fais mon remplacement en faisant attention à cela. Donc, je fais mon V final B est égal à moins 9, moins une demi. Ça, c'est la même écriture qui est en haut, mais j'écris moins 14 dedans. Et ça aussi m'amène à une valeur négative. Ça veut dire aussi que ce vecteur-là est mal orienté et qu'il aurait dû être vers l'arrière.
Donc, lui ici, je devrais le dessiner vers l'arrière, puis beaucoup plus petit que l'autre. Hein, quand je regarde les deux valeurs absolues, là, la vitesse finale de B est plus petite. Donc, les deux se dirigent vers l'arrière à la fin du problème. Ben, vous voyez, c'est quand même assez complexe de faire un problème de cette façon-là. Les mathématiques sont complexes. En plus, qu'il y avait la difficulté du signe. Je vous rappelle, j'aurais pu interpréter, dire qu'elle est tellement grosse, avec tellement de masse qu'elle va gagner, puis qu'elle va tout entraîner vers l'arrière, puis j'aurais pu dessiner les deux vers l'arrière. J'aurais mis un signe moins ici, un signe moins ici. Mes équations auraient été différentes. Ben, ça inverse les signes. Elles auraient probablement été différentes, mais ça inverse le signe à quelque part. Puis en bout de ligne, j'aurais pas arrivé avec ce moins 14-là, puis j'aurais pas arrivé avec ce moins 2-là. Mais ça aurait été quand même assez complexe. Situation 2, on nous demande de le faire maintenant en utilisant l'inversion des vitesses relatives. Ça veut dire que jusqu'ici, j'aurais fait exactement le même raisonnement, mais ça me prend un deuxième outil. Bien, au lieu d'aller dans delta k égale 0, lorsqu'on a delta k est égal à 0, bien, on a vu dans le résumé, on va y aller à la deuxième page du résumé du chapitre 24, on a vu que si on avait un delta k est égal à 0, que je peux prendre soit cette formule-là, soit cette formule-là, c'est la même formule. C'est rien qu'elle n'a pas de parenthèse, pas besoin de mettre de parenthèse puis de moins. Donc, je vais prendre cette formule-là directement, sans faire d'autres développements. Là, je vais écrire que je peux continuer avec cette formule-là. C'est une deuxième formule applicable pour ce genre de problème-là. Donc, je prends la formule d'inversion de la vitesse relative lors d'une collision élastique 1D. Je les retranscris ici. Il me reste à analyser ma problématique, puis à mettre les signes, vitesse finale. Puis encore une fois, je le fais comme si je me serais parti avec en pensant que ces vecteurs-là, ou en voulant les mettre dans ce sens-là pour avoir le moins de signes moins possible à traîner en cours de route. Donc, vitesse finale B dans le bon sens, moins vitesse finale A qui est aussi dans le bon sens. Vitesse initiale AX, ben, j'avais une valeur de plus 2. Vitesse finale BX, c'est le vecteur que là, lui, j'avais une valeur de moins 10. Vous voyez comment que ça a l'air être beaucoup plus rapide. J'ai écrit rapidement une deuxième équation. Vitesse finale A, j'ai envoyé mon vitesse finale B. Fait que j'ai une deuxième équation qui n'a pas de carré dedans, puis que je peux faire résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Puis rapidement, je peux mettre la 2 dans la 1 encore une fois, ou la 1 dans le 2. Donc, j'ai décidé de mettre la 1 dans le 2. J'ai remplacé mon V finale B par ces deux termes-là. Donc, vitesse finale A est égale à V finale B, mais c'était moins 9, moins 1,5, puis le moins 12 à la fin. Je suis prêt à mettre des chiffres partout. Compléter mon isolation. Vous voyez, vitesse finale A de ce côté-ci. Compléter mon isolation. J'arrive quand même à moins 14. J'arrive au même résultat que tantôt. Donc, la conclusion qu'il faut inverser le vecteur, ça demeure vrai. Okay. Donc, la vraie module, c'est 14, puis le vecteur est vers l'arrière. Et le reste, ben, même chose. Un coup que j'ai une valeur, ben, je mets ma valeur dans l'autre équation qu'on a ici. Donc, le reste pareil. J'y arriverai encore à moins 2, puis je conclurai que la vraie module, c'est 2, parce que le vecteur est dans l'autre sens. Donc, comparer les deux côtés, là, puis on va voir qu'on va aimer bien mieux résoudre en utilisant cet outil-là, qui est basé sur delta K0. Dans le fond, c'est la même chose qu'on applique, mais il y a une grande généralité, une grande démonstration qu'on pourrait faire, que quand delta K est égal à 0, on peut toujours retomber sur l'équation qu'il y a là.